Thank you, Rachel. Merci beaucoup. Je vais faire ma présentation en français. Et je vais essayer de parler très doucement pour être sûre que les interprètes ne me détestent pas à la fin de cette intervention. Merci beaucoup au réseau Share de nous proposer cet échange, de pouvoir partir d'exemples concrets de certains pays. Et donc moi, je travaille pour un observatoire de l'immigration et de l'asile qui dépend d'un institut de recherche français, l'Institut français des relations internationales. Et dans le cadre de cet observatoire, nous avons interrogé une série d'acteurs, des associations, des représentants de pouvoirs publics, des citoyens qui s'engagent auprès de réfugiés ou de migrants et des personnes exilées elles-mêmes qui sont actrices de programmes d'accueil et d'intégration en France, qui ont créé leur association ou en tout cas qui s'intéressent à cette question de la participation des personnes concernées. Donc, comment en France, cette question de la participation est comprise par les acteurs? Est-ce qu'on a beaucoup de projets qui sont pensés avec les personnes concernées ou au contraire, est-ce que ces projets sont encore rares et comment on pourrait favoriser une plus grande prise en compte du savoir des personnes exilées, de leur savoir de vie, mais aussi de leur savoir d'expérience à leur arrivée en France ou en Europe de façon générale. Ah, l'interprétation marche pas, j'ai jamais parlé aussi doucement. Vous me faites signe quand je peux continuer? Yeah, I can hear you. Yeah. Yeah, I can hear you. I can hear you very well, yeah. Ok. Et là, il y a un partage d'écran qui n'a... Someone share the screen, but it doesn't... Intéressant. Je continue? Ok. C'est bon, Rachel? Yeah, no. Okay. No, please continue. Can I ask everyone who's not presenting, could you please cut your video and your audio, and also don't share your screen because it interferes with the presenters. Ok, Thank you. no problem. Donc, les questionnements, c'était à la fois de mettre en évidence des programmes et des actions qui sont vraiment pensées avec les personnes exilées et de réfléchir à la démarche de certaines structures ou aussi de collectivités locales qui veulent de plus en plus tenir compte de la parole des personnes exilées pour construire leur programme d'accueil et d'intégration. Le constat de départ, c'est qu'en France, au fond, il y a assez peu d'expériences qui vraiment tiennent compte de la parole et qui construisent les programmes avec les personnes. On a plutôt eu l'occasion d'échanger avec des associations qui consultent les personnes exilées, c'est-à-dire qui leur demandent leur avis à l'issue d'un projet ou qui leur demandent au moment de l'évaluation de pouvoir donner leur ressenti et de pouvoir s'exprimer sur les attentes qu'ils avaient. Est-ce que le programme a répondu à leurs attentes? Est-ce que voilà, ils ont des suggestions? Mais ces enquêtes qu'on pourrait qualifier d'enquêtes de satisfaction ou ces groupes de parole, à notre sens, sont un niveau assez bas de participation, c'est-à-dire on demande juste en tant qu'utilisateur d'une politique et non pas en considérant les personnes exilées comme en capacité de construire le programme avec ceux qui le mettent en œuvre. Donc un autre niveau de participation qu'on a appelé, enfin en tout cas qu'on a identifié dans un certain nombre d'associations, c'est la co-construction. Donc comment certaines associations impliquent des personnes exilées dès le démarrage d'un programme, comment elles construisent avec les personnes qui arrivent, avec leur savoir, leur talent et comment on part vraiment des personnes exilées pour construire des projets. Ça, c'est le cas d'un assez petit nombre d'associations en France, mais
mais qui, en termes de méthode, sont vraiment dans l'échange et analysent leurs pratiques. Par exemple, tout à l'heure, il y aura une intervention de l'association JRS, le service Jet de Vite pour les réfugiés. Et en tout cas, dans leur programme avec les jeunes, ils sont vraiment dans partir des savoirs des personnes et dans un objectif de construire avec les personnes exilées qui arrivent et non pas d'avoir construit en amont et de leur proposer de participer. Une autre expérience dans une association, un projet qui est porté par le Secours catholique, Caritas, c'est un lieu d'accueil pour des demandeurs d'asile et les bénévoles de ce projet sont pour moitié des personnes exilées. Et donc, vraiment, il y a l'idée d'accueillir une personne exilée, d'être accueillie par un de ses pairs et de pouvoir échanger de façon sur un pied d'égalité et de permettre aussi aux personnes exilées de développer leurs capacités, non seulement de partir de leur expérience, mais aussi de devenir plus à l'aise avec les démarches administratives, avec la diffusion de l'information. Donc finalement, au travers de ce projet, les personnes exilées qui sont engagées comme bénévoles développent vraiment leur pouvoir d'agir. Dernier exemple sur ce bénévolat qu'on pourrait qualifier d'inclusif. Il y a, un exemple en tout cas, il y a une étude qui vient d'être réalisée par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en France sur l'engagement des personnes exilées comme bénévoles dans différentes structures, que ce soit des structures qui soient très inventives sur cette question de la participation ou des lieux associatifs qui juste font une place à des citoyens, qu'importe qu'ils soient exilés ou non. Donc, vous pourrez, je vous donnerai les références de cette étude si ça vous intéresse d'avoir des exemples concrets d'engagement, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire. Et puis, troisième niveau de participation, c'est la gouvernance partagée. Donc là aussi, certaines associations en France travaillent à faire une place aux personnes exilées dans les instances de décision, dans les lieux où on pense vraiment les projets. Donc, par exemple, les conseils d'administration ou des réunions un peu stratégiques sur comment on va développer un projet et comment on va le développer à partir de l'expérience des personnes exilées notamment. Ces associations, elles ne sont pas très nombreuses non plus, y compris des associations très impliquées sur la participation des personnes. Finalement, ça ne va pas jusqu'à ces lieux de décision. Et puis l'autre exemple sur cette gouvernance partagée, c'est évidemment les associations qui ont été fondées par des personnes migrantes ou exilées ou réfugiées. Et là, la question de la participation, j'allais dire, ne se pose pas puisque les personnes exilées ont elles-mêmes fondé leur association et donc évidemment qu'elles participent et qu'elles sont à tous les échelons de décision dans ce type d'association. Ouais, je vois plein de messages, mais si vous voulez me parler, il faut m'interrompre parce que je ne peux pas lire en même temps. Voilà, donc ça, c'était les 3 niveaux de participation qu'on a pu identifier dans les associations. Et ensuite, on s'est intéressé à la question plus des politiques. Et alors, en France, au niveau national, parce que l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants, c'est une compétence de l'État en France. Il n'y a pas d'instance de consultation nationale qui permette à des personnes réfugiées d'être consultées régulièrement ou voilà, il y a des consultations ponctuelles par des parlementaires, par exemple, qui font des auditions et qui auditionnent entre autres des personnes exilées sur ces sujets, mais donc pas encore d'instance nationale. Et le travail voilà, notre étude a permis d'échanger un peu plus avant avec une délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés en France, donc une délégation qui dépend du ministère de l'Intérieur, donc dont c'est la compétence de s'occuper des questions d'immigration et d'asile en France. Et cette délégation, donc la DIER, va expérimenter
un projet qui permet à des personnes exilées de se former à la prise de parole et à ce que ça veut dire partir de son expérience personnelle pour orienter la politique, en tout cas donner son avis de façon plus globale. Mais donc ce projet d'académie pour la participation des réfugiés vous sera présenté un peu plus tard par Frédéric Farabos. Deuxième point sur les politiques, au niveau local, il nous est apparu que les villes étaient un espace privilégié de participation pour les personnes exilées. En effet, les villes dont finalement l'accueil des populations étrangères n'est pas une compétence, en tout cas ils n'ont pas des budgets spécifiques pour ça, de fait sont un lieu où des nouveaux citoyens arrivent. Et donc il y a une série de villes en France qui vraiment prennent cette question à bras le corps et qui, parce qu'ils ont une attention à la participation des citoyens en général, finalement organisent enfin voilà, proposent des programmes, entre autres pour les personnes exilées, et ont une attention pour que ces personnes exilées participent effectivement à ces projets. Donc il y a des initiatives de participation, de démocratie participative, telles que des budgets participatifs. On propose aux gens de déposer des projets. Dans certaines villes de France, par exemple la ville de Grenoble, ces budgets participatifs sont ouverts à tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut relatif au droit de séjour, par exemple. Et donc, toutes ces personnes peuvent déposer des projets et ces projets peuvent ensuite être financés par la collectivité. Donc voilà, ces démarches-là montrent qu'au niveau local, il y a vraiment des initiatives qui veulent tenir compte de la parole et de la pensée des personnes exilées de façon très concrète dans leur quotidien en tant que citoyens habitants d'une ville. Je vais aller un peu vite pour juste arriver aux recommandations qu'on a faites dans cette étude. Donc, une première chose, on a mis en évidence un certain nombre d'outils, c'est-à-dire de façons de favoriser la participation des personnes exilées. Donc ça, c'est une partie qui est plus destinée aux travailleurs sociaux, aux professionnels de terrain, sur comment j'ai l'intention de faire participer, mais qu'est-ce que je dois adapter dans mon travail quotidien pour vraiment permettre une participation qui ne soit pas juste une consultation. Et puis ensuite, on a fait des recommandations qui, elles, sont plus à destination des responsables associatifs ou des pouvoirs publics. Parmi ces recommandations, je vais vous en partager quelques-unes. Premièrement, on a construit ces recommandations avec les personnes qu'on avait interrogées dans le cadre de cette étude. Ce qui est apparu, c'est que il y a dans des centres d'accueil, par exemple pour demandeurs d'asile, il y a des réunions qui sont organisées pour permettre la participation des personnes. Et donc ça, c'est inscrit dans la loi depuis 2002 en France. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais ce qui est apparu, c'est que si les personnes à qui on demande de se réunir et d'avoir des projets pour leur collectif, si elles n'ont pas des financements qui vont avec, si elles n'ont pas de budget pour mettre en œuvre les actions qu'elles peuvent avoir inventées, au fond, c'est une participation qui s'arrête au fait de se réunir et d'échanger des idées. Donc, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un budget de fonctionnement pour ces instances, pour que vraiment la participation, elle puisse se transformer en action et qu'elle puisse avoir un réel impact. La deuxième recommandation que je vous partage, c'est d'inclure la participation des personnes exilées dans les critères d'évaluation des programmes des associations. Considérer que ce critère, est-ce que j'ai consulté régulièrement? Est-ce que j'ai permis à des personnes de monter en compétences, de proposer, de porter des projets? Ça doit être un critère pour évaluer l'efficacité d'un programme et de considérer que c'est un objectif en soi, la participation. Troisième recommandation, de mettre en place des formations pour les travailleurs sociaux ou pour les agents des administrations, par exemple, qui seraient animés par des personnes ayant l'expérience de la migration. Considérer que cette expertise, elle permet à des professionnels ou à des bénévoles qui s'engagent d'être plus efficaces et que voilà, cette expertise, elle peut se transmettre, il peut y avoir des temps d'échange de savoir entre les personnes qui ont cette expérience de vie et d'autres qui n'ont qu'une expérience, un savoir théorique ou un savoir d'action. Vraiment, croiser ces savoirs, c'est quelque chose de très intéressant et il y a des méthodologies en France qui ont été développées
notamment dans le cadre des associations de lutte contre la pauvreté, en disant que l'expérience de vie des personnes très pauvres et l'expérience des professionnels ou des chercheurs, il y a des façons de croiser ces savoirs pour construire une politique publique plus efficiente. Les deux dernières, c'est la première d'intégrer des personnes exilées dans les instances de direction des associations, à partir de notre observation que c'était encore pas très développé. Et celle qui va avec, c'était une recommandation de créer une instance de consultation au niveau national qui réunirait à la fois des associations et des individus qui interviennent dans les politiques d'accueil des migrants et donc des personnes exilées elles-mêmes. Et au fond, ces deux recommandations, elles ont été reprises par la DIER, donc la délégation dont je vous parlais tout à l'heure du ministère de l'Intérieur, pour n'en faire qu'une et créer un programme qui permette à des personnes non pas de constituer une instance nationale qui, si elle n'est pas présentée régulièrement, connue, ne serait pas assez souvent sollicitée par les pouvoirs publics, mais plutôt un petit groupe de personnes qui ensuite vont aller s'intégrer dans des lieux de décision des associations ou des comités de sélection de fondations d'entreprises, par exemple, qui financent des projets pour les réfugiés, mais dans leur comité d'experts, font très rarement appel à des personnes réfugiées elles-mêmes. Donc voilà pour les recommandations de cette étude. J'ai lu rapidement dans le chat que vous me demandiez de partager ces recommandations. Donc on a publié l'étude en français et publié un résumé avec justement les recommandations dont je viens de vous parler en anglais. Et je pense que mon collègue Mathieu a dû mettre dans le chat les liens, mais on vous renverra ça bien sûr après le webinaire. Parce que là, si je les partage avec mon écran, je ne suis pas sûre que vous pouvez cliquer de façon efficace. Voilà pour cette présentation très rapide et puis à votre disposition pour échanger après. Merci beaucoup.